mesures prises par le Sénégal l'ont été également par d'autres pays, peut-être à des moments différents, mais l'algorithme qui permet, lorsqu'on a une pandémie, de tirer son épingle du jeu, c'est un algorithme qui est bien balisé. Nous avons, je résume, nous avons confiné. Confiner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser à chacun, contraindre chaque personne à rester chez elle, de façon à ce qu'elle n'aille pas en contact avec les porteurs de la maladie. Mais ceci procède d'une logique d'abord, parce que dans la Covid, dès lors qu'il y a un algorithme qui est très précis, que tous les spécialistes connaissent, dès lors qu'il y a une pandémie qui se déclare dans un pays, la première mesure à faire, c'est de fermer les frontières pour que cette pandémie n'arrive pas chez soi. Ça, c'est la première mesure à prendre. La deuxième mesure, quand je dis frontière, frontière aérienne, frontière maritime, terrestre, fluviale, que personne ne rentre. La deuxième mesure, si d'aventure, malgré ces précautions, la maladie était entrée, c'est de faire en sorte que le porteur ne puisse pas contaminer d'autres personnes. Donc, il faut systématiquement les identifier les porteurs, les isoler et les traiter pour que ces porteurs n'entrent pas en contact avec d'autres personnes. Si d'aventure cette étape était dépassée, ça veut dire que, en dépit de ça, si la maladie continue à sévir, là, on est à la troisième étape, l'étape confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il faut que les personnes qui ne sont pas encore atteintes ne puissent pas sortir et aller à la rencontre des porteurs. Parce que les porteurs sont parmi nous. Donc, c'est là l'intérêt du confinement. On dit aux gens, confinez-vous, restez chez vous. C'est-à-dire, n'allez pas dans les lieux publics où vous risqueriez de rencontrer des malades. Donc, restez chez vous en attendant qu'on les dépiste et qu'on les neutralise. C'est ça la troisième étape qui est l'étape de confinement. Mais si une telle mesure est prise, il faut savoir qu'elle s'accompagne de mesures parce que l'État oblige tous les acteurs économiques à ne plus travailler. De quoi vont-ils vivre? C'est une bonne question. Donc l'État doit prendre à sa charge les mesures de substitution aux revenus que ces gens-là auraient dû avoir. Parce que c'est une mesure d'utilité publique, donc ces gens-là doivent être dédommagés, indemnisés parce qu'on les empêche de mener leur activité normale. Dans les pays développés, on a vu en France ce qu'ils appellent la mesure le chômage partiel. C'était une mesure qui consiste à dire l'entreprise ne doit plus payer les salaires, mais c'est l'État qui paye les salaires, en lieu et place de l'entreprise. Mais donc on paye les gens à ne rien faire. On ne peut pas continuer cette solution-là tout le temps, mais elle est nécessaire parce que si on avait laissé les entreprises face à cette maladie, les entreprises n'auraient pas travaillé, les gens auraient été directement mis en chômage parce que l'entreprise n'ayant pas travaillé, ne peut pas les payer. Pour éviter que les gens partent en chômage, l'État paye en ces lieux et places dans une période intercalaire. Ceci, chacun le fait en fonction de ses moyens. Les pays qui ont l'avantage de maîtriser leur levier monétaire, dont la plupart des grands pays, ont réussi à le faire, réussissent toujours à le faire aussi, parce que ils utilisent le levier monétaire, ce qu'on appelle la planche à billets. Vous avez vu en Europe, la Banque centrale européenne a injecté énormément d'argent au pays pour qu'avec cet argent-là, on puisse financer cette étape. Mais nous n'avons pas le levier monétaire. Ce que nous pouvons faire, c'est à la mesure de notre levier budgétaire, les recettes qu'on a et qu'on tire de l'impôt. Ça ne peut pas mener loin. Donc nécessairement, au bout d'un certain temps, on est obligé de lever le pied.
de lever le pied pour permettre aux gens de travailler et aux entreprises de pouvoir survenir à leurs besoins. C'est ce qui se passe. Donc on est dans cette configuration-là. L'État a essayé bon an mal an avec les moyens dont il peut disposer, à donner des sacs de riz, à l'autre de l'huile, etc. pour dépanner. Mais ça, ce n'est même pas le millième de l'investissement nécessaire lorsqu'on a empêché les gens de travailler. Donc il y a le tissu économique. Globalement, on peut assister à des faillites en chaîne si on continue cette période-là. Donc nécessairement, il faut lever le pied. Le fait de lever le pied se justifie. Et de mon point de vue, on n'aurait même pas dû arriver à ce stade-là. Moi, dès le début, j'aurais insisté sur les mesures barrières, donc sur la fermeture des frontières, le dépistage systématique des malades et l'adoption des mesures barrières pour tout le monde. Et laisser les gens continuer à travailler. Parce que pour faire une politique, quand on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. On n'a pas les moyens de les payer à ne rien faire. Donc, on aurait dû anticiper, commencer par cette procédure-là. Laisser les gens travailler, les responsabiliser, les mettre donc en face de les responsabiliser, veiller scrupuleusement à ce que chacun adopte les mesures barrières dans tous les secteurs, surtout les secteurs les plus névralgiques. Les vieilles... Justement, tous les marchés à l'entrée. Pour moi, l'État aurait dû acheter un maximum de masques et de gel, aurait dû, y compris lever l'armée, pour imposer aux gens de porter leurs masques à l'entrée des marchés, à l'entrée des écoles, dans tous les lieux publics, dans les mosquées. Ne pas empêcher, interdire aux gens l'accès des mosquées, mais les obliger à adopter les mesures barrières qu'il faut. Parce que la mesure qui consiste à les confiner, à ne pas travailler, c'est une mesure qui est intenable pour un pays en développement. Moi, donc c'est une manière de dire que je suis parfaitement en phase, mieux vaut tôt que tard que jamais. Je suis en phase avec la mesure actuelle du président qui est de lever le confinement. Alors aujourd'hui, quelle posture adopter pour en fait confiner alors qu'on n'aurait pas dû comme vous venez de dire tout à l'heure. Maintenant, quelle est la posture à adopter pour en tout cas essayer d'aller de l'avant? Bien. Alors, il y a deux aspects dans la question. Le premier aspect, c'est l'aspect personne physique, au niveau des populations. Comment les populations devraient-ils se comporter dans un contexte post-confinement? Bon. Ne pas confiner ne veut pas du tout dire que la maladie n'est pas là. La maladie est toujours là. Donc, il faut systématiquement, à l'échelle individuelle et collective, continuer à adopter les mesures barrières, systématiquement. Mais il faut aussi, du point de vue de l'État, démultiplier les tests. Parce que si on ne teste pas, on ne peut pas identifier ceux qui sont porteurs. Et dans ce cas, on les laisse circuler et transmettre leur maladie, donc on ne s'en tire pas. Les tests, c'est obligatoire. Une massification des tests. Est-ce qu'on dispose de ça? Mais en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Tester, dépister, isoler, traiter. Pour moi, du point de vue de l'État. Maintenant, la seconde dimension, c'est la dimension économique. La dimension économique, quand je dis dimension économique, au niveau de l'État, il faudrait, lutter contre le chômage potentiel, parce que les entreprises qui ont été en difficulté, la plupart d'entre elles ont libéré leur personnel. N'oublions pas que le président avait demandé à ce que l'on renvoie personne pour faute de... Oui, mais ça c'est une mesure administrative. Ça ne correspond pas à la réalité économique. Si toi, dans ton entreprise, tu n'as pas de quoi payer tes agents, parce que tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de marché, tu n'as pas travaillé, tu ne vas pas continuer à garder quelqu'un et à lui devoir son salaire alors que tu n'as pas les revenus pour ça. Donc c'est le travail qui paye le salarié. Sans travail, on n'a pas de quoi payer le salarié. Donc c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il faut des mesures énergiques pour renforcer
les entreprises qui auraient pu être en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dégager des ressources importantes pour financer les entreprises qui ont un besoin d'investissement pour relancer leur activité. Parce que toute l'épargne que ces entreprises-là avaient emmagasinée, on peut penser que cette épargne-là a été dépensée en période de crise. Deuxièmement, les banques. L'État ne peut pas, en réalité ce n'est pas à l'État de financer, ce sont les banques qui doivent financer l'économie. Malheureusement, là on touche du doigt un problème structurel, d'une défaillance structurelle de notre économie, c'est que nous ne maîtrisons pas le levier bancaire. Or, dans une économie, tu dois nécessairement maîtriser le levier monétaire, le levier bancaire, le levier fiscal, le levier budgétaire et le levier financier. Ces 4 leviers qui encadrent la disponibilité des ressources financières entre les mains de l'État à qui revient la prérogative d'élaborer des programmes de développement et de financer ce développement. Si l'État ne maîtrise pas ces leviers, l'État n'a aucun moyen de contrer cette politique. Donc il y a un problème structurel que toutes les économies africaines, auxquelles toutes les économies africaines sont confrontées, c'est la non-maîtrise de nos leviers monétaires, bancaires, financiers, budgétaires et fiscaux. Nous n'avons que le levier fiscal, l'impôt et budgétaire. Or, l'impôt, tu l'appliques aux revenus de tes citoyens. Ces citoyens n'ont pas travaillé. Bon, tu réduis leur encaisse. Donc, ce levier-là, c'est un levier pervers. C'est un levier pervers parce que, au fond, il contribue à paupériser les populations. Le levier, il faut bien le retenir, bien que ce soit un levier utilisé dans tous les pays du monde, c'est un levier qui est pervers, qui n'a pas à être utilisé dans une économie. Alors, le fait que les gens aient mis sur place un fonds, appelé fonds force Covid-19, pour justement renforcer ces entreprises, c'est pas une solution? Non, jusqu'à présent, c'est comme si tu voulais abattre un arbre, tu commences par couper les feuilles ou les fleurs. Tu es à la périphérie. Pourquoi? Parce que ce fonds, il est alimenté par quoi? Il est alimenté par l'argent public, donc de l'impôt. Donc on frappe les contribuables pour avoir cet argent, les contribuables et les ménages. Deuxièmement, par les entreprises ou par le système bancaire, ceux qui ont déjà une épargne. Si si l'État avait disposé du levier bancaire, il n'aurait pas eu besoin de ça. Un fonds, tu dois le constituer à partir de réserves qui existent déjà. Il aurait fallu que toi, État, tu aies pu disposer du levier bancaire pour pouvoir utiliser directement les fonds que tu sollicites en tant que fonds. Tu demandes à des acteurs d'abonder un fonds. Ce peut être des acteurs privés. On a fait une petite quête. Les entreprises, il faut donner. Mais pourquoi je demande aux entreprises de donner? Ou bien le fonds public, l'aide publique au développement. Mais ceci, c'est nul. Il y a en interne des revenus. Les revenus de tous les citoyens sont dans le système bancaire. L'État aurait dû maîtriser l'argent qui est logé dans le système bancaire. Si l'État était maître du levier bancaire, l'État aurait immédiatement utilisé cet argent pour financer les entreprises. Mais aujourd'hui, on a entendu parler de fonds, des structures internationales ont appuyé ça et là pour l'État. Ça ne peut pas aider à faire redémarrer un peu le système. Ça fait partie de la catégorie des fausses bonnes idées. Oui, c'est une bonne idée qui est fausse. Encore une fois, je me répète, vous savez, c'est simple à comprendre. Si on considérait la table comme le territoire sénégalais, cette table, les acteurs économiques qui y sont, qui doivent valoriser le potentiel naturel, qui est la nature, l'environnement,
agriculture, élevage, dans l'intérêt des populations, tous ces acteurs, on les paye avec une monnaie intérieure. On ne les paye pas en devise. D'accord? On peut dire que 80% des activités menées sur le territoire national sont des activités financées par la monnaie nationale. En l'occurrence, en attendant l'arrivée de l'écho, le CFA. Encore que le CFA ne soit pas une monnaie nationale, c'est une monnaie sous-régionale. Oui, mais à supposer qu'on ait eu, comme en Guinée ou en Gambie ou en Mauritanie, notre propre monnaie, une monnaie nationale, on sait que les activités que nous menons à l'intérieur du territoire sont des activités qui sont financées à partir d'une monnaie nationale. Une monnaie nationale qui est créée par la banque centrale, par notre banque centrale. Donc c'est une monnaie que nous créons ex nihilo. Nous n'avons pas besoin de devises pour financer 80% de nos dépenses. Les devises dont nous avons besoin, dans l'hypothèse où nous maîtrisons notre levier monétaire. Si nous maîtrisons notre levier monétaire, nous pouvons injecter de l'argent dans notre système bancaire. Maintenant, fait aussi l'hypothèse, si nous maîtrisons aussi le levier bancaire, c'est-à-dire si les banques étaient nationales, on crée de la monnaie qu'on remet aux banques nationales qui sont chargées de financer les activités des entreprises par du crédit à l'investissement ou des ménages par du crédit à la consommation sur toute l'étendue du territoire, avec une monnaie intérieure. Nous n'avons pas besoin de devises. Nous n'avons pas besoin de la monnaie. Parce que la monnaie donnée par la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions internationales, c'est de la monnaie qui est donnée en devise. Ce n'est pas une monnaie intérieure. Bien. 80%. On a besoin de devises à hauteur de 20% en moyenne. Pourquoi? Les acteurs économiques qui sont financés ont besoin parfois de tracteurs. Comme nous ne fabriquons pas des tracteurs ici, ils sont obligés de l'acheter ailleurs. Comme ailleurs, on ne paye pas dans notre monnaie, on paye avec des devises. Mais le Sénégal a la possibilité de mener une politique de massification de ces devises extérieures pour pouvoir payer justement les 20% qui nous restent à payer. Nous avons des immigrés qui sont dehors, qui envoient de l'argent en devises. Nous avons des touristes qui viennent chez nous, qui viennent avec des devises. Nous avons des investisseurs étrangers qui viennent ici. Ils viennent avec des devises. Nous exportons nos produits, une bonne partie de nos produits, pour recevoir des devises. Enfin, nous pouvons emprunter pour avoir des devises. On a une série d'activités génératrices de devises que nous pouvons mener. Donc, quelle est l'équation? L'équation, c'est de faire en sorte que la quantité de devises que nous pouvons engranger soit à même suffisante pour pouvoir payer les 20% de devises dont nous avons besoin pour financer notre économie. De plus, nous avons des devises que nous avons gardées dans les comptes du Trésor et qui doivent revenir